C'est bon. Pour les Voilà, personnes... c'est parti. Pardonnez-moi, l'enregistrement ne va pas tarder à démarrer. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Pour les personnes qui n'ont pas accès à leur micro ou autre, vous pouvez aussi utiliser le chat pour tout simplement pour pouvoir échanger. Donc, c'est parti. Vous aurez aussi après cette conférence, on vous donnera accès bien évidemment au support pour que vous puissiez après le relire si vous le souhaitez en interne. Alors, qu'est-ce que le handicap? Eh bien, selon la loi du 11 février 2005, donc un petit rappel de la loi sur l'égalité des droits et des chances, c'est constituer un handicap au sens de la loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en citoyenneté subie dans son environnement. Pourquoi on parle de environnement? Parce que souvent on entend personne handicapée, cette personne est handicapée, alors que nous, et vous le verrez, peut-être que vous le voyez déjà au sein de Talent Handicap, on ne parle pas de personnes handicapées, on ne parle pas de handicap non plus, on parle de situation de handicap. Parce que effectivement, on dit que c'est par rapport à dans un environnement qu'on va subir ou non une situation de handicap. Là, on vous a mis quelques exemples, par exemple, notamment. Donc, on a tous déjà connu une situation de handicap. Par exemple, quand on va voyager dans un pays étranger, on ne va pas parler forcément la langue, on va avoir des difficultés pour se repérer, pour lire les panneaux, pour interagir avec les autres personnes. Ça ne va pas forcément être évident. Aussi, quand on travaille dans une entreprise depuis plusieurs années et qu'on a l'habitude d'utiliser un logiciel, forcément, on va aller plus rapidement, on ne va pas forcément se poser de questions sur ce logiciel-là, sur notre travail. Et du jour au lendemain, on va demander de changer de logiciel. Alors, il va falloir faire des formations. Pour nous, on va avoir plus de mal à l'utiliser. Ça va nous demander plus de temps. Donc, forcément, le temps de s'adapter, on va être en situation de handicap. Et ce qui pourrait le compenser, ça serait notamment d'avoir soit un collègue qui connaisse ce logiciel, soit un formateur qui puisse nous apprendre à utiliser ce logiciel-là. Et un autre exemple, c'est tout simplement un accident de la vie quotidienne, glissé ou autre, qui pourrait faire que pendant quelques temps, on a des difficultés, par exemple, à se déplacer ou à se servir d'un de nos membres. Donc, concrètement, le handicap peut se compenser en adaptant l'environnement avec des interprètes, des formations, des outils ou des prothèses, par exemple. Aussi, ce dont on parle très souvent, c'est l'égalité vs l'équité versus plutôt l'équité. Est-ce que vous avez une différence de ce qu'est l'égalité ou l'équité? N'hésitez pas soit à réactiver votre micro, soit à écrire dans le chat. Quelle est la différence pour vous de l'égalité et l'équité? L'égalité, c'est donner le même traitement à tous sans savoir ce dont chacun a besoin. Finalement, votre image l'illustre assez bien. C'est aussi d'équilibrer l'aide qu'on dispense à chaque salarié, chaque personne de notre public, afin que tout le monde soit à la même hauteur. Tout à fait, tout à fait. D'autres personnes qui voudraient intervenir sur cet élément-là? Alors effectivement, l'image, comme vous l'avez dit, l'illustre assez bien. En entreprise et dans un environnement donné, quand on n'est pas forcément sensibilisé au handicap, on va avoir tendance à se dire, on va donner les mêmes choses à chacun et forcément, on va pouvoir être sur un pied d'égalité et chacun aura donc les mêmes capacités, la même possibilité, notamment là, par exemple sur l'image, d'assister au match. Mais en réalité, le handicap, ça ne fonctionne pas comme ça, puisque tous les handicaps sont assez différents et forcément, là, on le voit bien sur l'image, ce n'est pas en donnant la même chose à tout le monde qu'on va pouvoir accomplir le même travail ou assister, par exemple, à ce match. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de prendre un individu tout simplement dans son environnement, dans son contexte, et de comprendre et de voir quels sont les éléments dont il a besoin et d'adapter en fait ces aménagements à chaque personne et pas à un groupe d'individus, parce que là, on voit concrètement que ça ne fonctionne pas. Une autre image qui illustre assez bien et dont il faut prendre en compte aussi en entreprise, là, effectivement, on demande à tous, tous les animaux ici, de grimper à l'arbre. Voilà, c'est leur travail. Sauf que il y a aussi quelque chose dont on doit prendre en compte, c'est qu'on n'a pas tous la possibilité d'accomplir le même travail. On n'a pas tous les mêmes capacités. Donc, chacun peut accomplir un travail différent, utile, et qui va correspondre à tout simplement ses capacités.
Donc, la compensation du handicap, selon la loi de 2005, en fait, elle consiste à mettre en place des solutions raisonnables pour neutraliser ou diminuer ou donner un maximum, diminuer le désavantage subi par une personne dans son environnement du fait de son handicap, en tenant en compte son projet de vie, afin de favoriser son autonomie et la participation et de favoriser l'égalité des chances des personnes en situation de handicap. On le verra un petit peu plus tard, cet élément-là. Donc, comment on peut, par exemple, neutraliser ce désavantage? Par exemple, grâce à des aides techniques, humaines ou animalières, des aménagements de logements et de véhicules. Donc là, c'est soit pour le travail, mais aussi pour sa vie quotidienne. L'accessibilité des lieux publics et des transports, des adaptations de l'environnement et des moyens, des formations bien évidemment en entreprise et des aides financières, y compris, comme vous le savez sans doute déjà, par exemple la GFIP qui propose aussi des aides financières, notamment sur les aménagements de postes pour les personnes en situation de handicap en entreprise. L'OETH, certainement vous le connaissez aussi, c'est l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, dans les entreprises qui ont une masse salariale de plus de 20 salariés, donc plus de 20 salariés dans l'entreprise, eh bien, il y a un taux d'emploi direct obligatoire de 6%. C'est une forme de compensation de handicap introduite par la loi. Donc, elle vise l'égalité des droits des chances à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées. Elle utilise pour ça plusieurs leviers. Donc déjà, l'OETH actuellement, on est en état actuel de 6%, devrait être à 6%, et on a un état actuel à peu près de 3% en réalité de recrutement de personnes en situation de handicap dans les entreprises. Donc on a un quota de 3%. Donc on a encore des progrès à faire tout simplement à ce niveau-là. Les moyens de compensation pour le handicap aussi sont assez nombreux et on y reviendra un petit peu plus tard. Je vous mets à l'écran des situations. Parmi toutes celles que vous voyez, est-ce que vous pouvez me lister ou me dire quelles sont pour vous les situations qui constituent une situation de handicap ou pas? Donc, vous pouvez me donner directement, si vous le souhaitez, les chiffres que vous voyez à l'écran ou alors me dire les mots tout simplement. Pour moi, ils sont, en ce qui me concerne, moi je pense que toutes les situations présentées sont des situations de handicap. D'accord, d'accord. Pour quelles raisons justement vous pensez ça? Alors certaines sont des troubles de la 10, donc de la concentration, c'est de la concentration de la lecture, il me semble, dyspraxie ou dyslexie. Alors après, je ne peux pas faire tous les détails, mais tout ce qui peut en fait induire en fait une incapacité. Alors j'essaie de tout voir, mais motrice, je cherche le nom, mais cognitif. Tout ce qui peut être nécessiter un traitement assez régulier. Pour moi, je pense qu'ils sont tous voilà, tout ce qui peut générer de la fatigue, du stress, de la fatigue psychologique ou même musculaire ou physique. Pour moi, me semble être des situations de handicap, certaines temporaires, comme la troisième, mais d'autres permanentes, en fait. Finalement, l'autisme, par exemple, ou la trisomie, pour celle-là, pour ces situations-là. D'accord, merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas, les autres personnes aussi présentes, que ce soit Laurent, Carole ou Aurore, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, à également donner votre avis. Donc effectivement, toutes ces situations-là peuvent être des situations de handicap et il en existe encore bien d'autres. Donc effectivement, on peut avoir du diabète, de l'hypertension, des pertes partielles d'audition sur une oreille ou l'autre. Toutes ces situations-là peuvent demander ou non des aménagements aussi en entreprise. Et ça, on le reverra plus tard. L'essentiel, c'est de se dire qu'il y a énormément de handicaps différents qui existent aujourd'hui. Et on les classe dans ces différents éléments qu'on va voir à l'écran. Donc, on a les maladies qu'on appelle invalidantes, donc tout ce qui va être diabète, hypertension artérielle, asthme, épilepsie, cancer, sida. On a le handicap mental, et généralement le plus connu, c'est la trisomie 21.
on a le handicap auditif, le handicap moteur qu'on connaît assez bien aussi aujourd'hui, le polyhandicap. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Généralement, un seul handicap, de par des traitements ou tout simplement la situation qui, par exemple, va se détériorer ou demander ou impacter d'autres éléments du corps, vont faire que, bien souvent, un premier handicap va en entraîner d'autres. Et donc, ce cumul de handicaps, c'est ce qu'on appelle le polyhandicap. Également, l'autisme, dont le syndrome d'Asperger qu'on connaît assez bien. Les troubles spécifiques du langage et apprentissage, donc les troubles 10 dont vous parliez très justement tout à l'heure. Les maladies dégénératives, le handicap visuel, les traumatismes crâniens et le handicap psychique. Et on a par exemple la bipolarité qui fait partie des troubles psychiques. Donc on a énormément de handicaps différents. Et à votre avis, parmi tous ces handicaps qu'on a ici et bien d'autres encore, quelle est pour vous la proportion du handicap invisible? Alors moi je le sais, donc je vais peut-être laisser les autres répondre. Mais... Moi, je dirais 80. 80% pour Aurore, d'accord. C'est ce que je dirais aussi. Ok. Et là, on a aussi Laurent qui nous dit 80 dans le chat. Effectivement, très justement, on est à 80%. Et c'est une statistique qui est assez importante. Et c'est la raison pour laquelle le handicap n'est pas tellement reconnu et compris en entreprise, puisque tout ce qui ne se voit pas, généralement, on peut avoir du mal à se mettre tout simplement à la place de l'autre, à réaliser qu'il peut avoir des besoins, qu'il peut avoir des aménagements, qu'il peut avoir par exemple plus de fatigue qu'un autre ou qu'il a besoin de plus de temps, puisque son handicap ne se voit pas et on peut avoir tendance à l'oublier ou à le négliger. Autre question par rapport au handicap. À votre avis, une personne en fauteuil roulant qui doit prendre un taxi à l'aéroport pour se rendre par exemple à Paris, elle est confortablement assise dans son fauteuil. Est-ce que vous pensez qu'elle doit faire la queue comme tout le monde ou est-ce qu'elle doit passer en priorité devant tout le monde? Alors ça, c'est une question large, parce qu'elle peut passer devant une personne qui a besoin de se rendre sur Paris, peut-être j'extrapole un peu, mais peut-être pour avoir un traitement, alors que le handicap qu'elle a est un handicap, on va dire, fixe en fait. Et le fait d'attendre ne lui occasionne pas de situation particulière, mais j'avoue, je saurais pas répondre pour le coup. Là, je suis perplexe. C'est intéressant. Il y a Laurent qui nous dit dans le chat que la personne devrait passer en priorité. Ok. Est-ce que Aurore, vous souhaiteriez aussi donner votre avis sur cette question-là? Pour moi, elle doit passer en priorité. D'accord. Pour quelle raison vous pensez que cette personne devrait passer en priorité? Parce que pourquoi? Parce que comment je peux expliquer ça? Parce que justement, elle a peut-être des besoins plus urgents que des personnes valides. Et pour moi, en ce sens, elle doit passer en priorité. Ou peut-être qu'elle va avoir plus de mal à s'installer dans l'avion, donc il va lui falloir plus de temps. Donc pour ne pas la presser, du coup, la laisser passer en priorité. D'accord, d'accord. On a aussi Laurent qui nous dit si elle est reconnue officiellement en situation de handicap. Donc, priorité si elle est reconnue officiellement en situation de handicap. Donc, Aurore, vous avez soulevé un point très important et très intéressant. Effectivement, même si cette personne est confortablement assise et qu'elle n'a pas forcément d'urgence ou autre, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est la difficulté qu'elle a eue potentiellement à se rendre jusqu'à cet endroit-là et jusqu'à ce qu'elle prenne son avion, qu'elle se déplace, qu'elle prenne un taxi en particulier, qu'elle fasse appel potentiellement à une personne pour l'aider à se déplacer ou autre. Forcément, ça va être plus compliqué, plus long pour elle et potentiellement, ça va être plus fatigant. Donc, en fait, c'est toutes ces contraintes
de déplacement et d'accès qui vont être rallongés, qui vont être plus compliqués qu'une personne qui sera valide. Donc, l'idéal serait effectivement que cette personne passe en priorité devant tout le monde par rapport à cet élément-là. Est-ce que Quentin, du coup, ça vous paraît un petit peu plus Oui, clair? totalement, Voilà. oui. Je suis même d'accord. Enfin, je trouve que ça a beaucoup de sens, effectivement, cette réponse. Super, super. Ok. Et je vous sollicite beaucoup aujourd'hui puisque je vous demande aussi, est-ce que vous pensez qu'on a le droit de demander en entretien à une personne ce qu'elle a comme handicap? Alors, pour le coup, non. Ça relève du secret médical, cette question. Par contre, on peut demander, enfin, peut-être dans un deuxième temps, demander quels sont les éventuels aménagements que la personne peut avoir, dont la personne peut avoir besoin pour exercer ses fonctions au même titre qu'une autre personne. D'accord. Est-ce que Aurore ou Laurent, vous souhaitez aussi intervenir sur cette question-là? Donc non, on n'a pas le droit de lui demander parce que c'est quelque chose qui est personnel. Par contre, elle, si de son souhait, de son propre souhait, elle souhaite nous dire que elle est handicapée et elle bénéficie d'une RQTH, elle a tout à fait le droit, mais on n'a pas le droit de creuser le sujet si si elle nous en parle pas, quoi. Ok. Ok. On a aussi Laurent qui nous dit, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Bon, c'est très bien résumé aussi, Laurent. Donc, effectivement, on n'a pas, comme vous avez très justement dit, et c'est primordial de le savoir, on n'a pas le droit de demander ce qu'une personne a comme handicap, puisque ça relève, comme vous l'avez dit, Quentin, du secret médical. Euh, on ne peut pas demander ce qu'elle a comme handicap, ça ne va rien apporter au recruteur ou à l'entreprise, d'autant plus que ça peut causer d'éventuelles interprétations qui seraient fausses, parce que si la personne va vous donner son handicap et vous le dire, bah vous allez vous dire, ah, je connaissais quelqu'un qui avait aussi cet handicap-là, ça lui causait telle difficulté ou autre dans sa vie, et donc potentiellement, je ne pourrais pas lui donner cette tâche-là, ou finalement, ça ne conviendra pas. Sauf que le handicap, il y a énormément de degrés différents, donc cette personne-là, ses aménagements peuvent être très, très différents et les répercussions de son handicap peuvent être très différentes dans sa vie qu'une autre personne qui va avoir le même handicap. Donc le mieux, effectivement, c'est vraiment de s'appuyer uniquement sur ses aménagements et de savoir les conséquences éventuelles de son handicap sur le travail attendu. Vous allez en avoir, si vous recrutez notamment actuellement sur Talent Handicap et que vous avez des entretiens ou hors Talent Handicap, quand vous allez poser cette question aux candidats en entretien, quels sont les aménagements de poste, vous allez aussi avoir des candidats qui vont vous dire, eh bien moi j'ai tel handicap, j'ai telle chose, il m'arrivait toutes ces choses-là. Donc parfois ils vont même voilà, vous rentrer dans des détails de secret médical. Et comme l'a dit aussi justement Aurore, il ne faut pas essayer de creuser et d'en savoir plus parce que pareil, ça même sujet à interprétation. Peut-être qu'on va même essayer de proposer des choses ou essayer de prévoir des aménagements qui seraient efficaces pour le candidat, alors qu'on ne sait pas exactement ce dont il a besoin. Donc le mieux, c'est de ne jamais creuser ni de poser la question. Si le candidat il va en parler, par contre, il est libre d'en parler ou non. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le handicap, c'est énormément de cas, comme on l'a vu au tout début, à des degrés plus ou moins importants. Il y a énormément de personnes en situation de handicap, sans le savoir ou sans le vouloir, qui qualifient eux-mêmes, qui ne veulent pas qualifier de situation de handicap. On entend souvent aussi des employeurs qui participent à Talent Handicap, qui nous disent aussi, moi, je participe aussi pour sensibiliser les managers en interne, à encourager les personnes qui sont en situation de handicap à faire reconnaître le handicap, parce que c'est un droit, parce qu'elles peuvent potentiellement avoir des aménagements de poste qui pourraient être intéressants pour elles. Et vu qu'on l'a vu tout à l'heure que le handicap invisible, c'est énormément de cas, forcément, même pour le manager, ça va être difficile à détecter si la personne n'en parle pas ou ne fait pas, voilà, ne fait pas la démarche en interne de faire sa reconnaissance RQTH. Sans sensibilisation, les managers qui recrutent peuvent avoir une vision
trop étroite des candidats et peuvent tomber facilement dans le piège des stéréotypes et préjugés. Donc, c'est vrai qu'on entend encore beaucoup, effectivement, de managers ou de recruteurs qui vont nous dire, en pensant bien faire, bien moi, je vais publier des posts sur la plateforme qui conviennent uniquement à des personnes qui peuvent être assises, qui n'ont pas besoin de déplacement ou de port de charge, parce que je suis sûre comme ça que les candidats en situation de handicap pourront travailler. Sauf qu'on l'a vu, le handicap, c'est énormément de choses. Il y a plein de handicaps qui permettent de se déplacer, qui permettent d'échanger avec des clients, qui permettent voilà, de faire de la voiture, de porter des charges lourdes ou autres. Et donc, il ne faut absolument pas se dire qu'on va fermer les postes personnes en situation de handicap en pensant bien faire. Donc, il est important de sensibiliser, de faire prendre conscience de ce qu'est le handicap selon la loi et de dédramatiser aussi la notion de handicap en participant à des forums quant à le handicap, en faisant des actions de communication, en fait en communiquant et en faisant connaître le handicap en entreprise à chacun des collaborateurs. Tout travail peut être occupé par une personne en situation de handicap et toute personne peut travailler bien évidemment en fonction de ses aptitudes. Le handicap, eh bien, on est tous concernés, ça peut nous toucher à n'importe quel moment de notre vie. Et comme toute personne, une personne en situation de handicap, elle aura le droit de travailler, elle pourra accéder à la culture, au sport, partir en vacances, choisir ses loisirs et pouvoir évoluer en poste. Donc il s'agit vraiment à la fois de respecter le projet de vie de chacun et de promouvoir une société vraiment inclusive à toute personne qui peut vivre pleinement sa citoyenneté, qu'elle soit en situation de handicap ou non. Autre question, et c'est important aussi de connaître cet élément-là. À votre avis, quelle est la proportion de personnes en situation de handicap qui ont un niveau inférieur au bac? Alors là, j'avoue que pour le coup, j'en ai aucune idée. Je ne saurais pas te dire. Est-ce que Aurore ou Laurent... Ah, on a une Non. réponse de Laurent qui nous dit 40%. Alors peut-être que Quentin, ça va vous donner une idée, vous aiguiller ou donner matière à réflexion. Peut-être, c'est peut-être. J'avoue, aucun ordre de grandeur à proposer. Le niveau inférieur au bac, je ne sais pas du tout. D'accord. Et est-ce que Aurore, vous avez une idée? Ah non, pareil, j'ai absolument aucune idée. D'accord, d'accord. Donc on va se focaliser sur la réponse de Laurent. Alors, on est à 80% de personnes en situation de handicap qui ont un niveau inférieur au bac. Donc, c'est un chiffre qui est assez important, contre 50% pour les personnes valides. Et là, vous allez me poser la question, vous allez me dire, mais pourquoi les personnes qui sont en situation de handicap ont, pour 80% de ces personnes-là, un niveau inférieur au bac? Il y a en fait plusieurs raisons. La première raison, c'est que les études et les cursus d'études ne sont pas toujours adaptés aux aménagements dont va avoir besoin la personne. On a aussi le fait que, et vous allez le voir, que vous passiez par Talent Handicap, que vous travaillez sur Talent Handicap ou même des recrutements en interne ou autre, les personnes en situation de handicap ont parfois plus tendance que les autres à avoir moins confiance en elles et à se dire, voilà, je ne vais pas pouvoir forcément réaliser d'études parce que je ne vais pas réussir, ou même c'est parfois l'entourage qui va dire, non, par rapport à ton handicap, ce n'est pas une bonne idée de continuer tes études, il vaut mieux faire des études courtes et commencer à travailler. Et un autre élément qui est aussi important, dans 80% des cas, le handicap n'est pas de naissance. Donc le handicap va survenir en cours de vie et généralement, le handicap qui peut être développé en cours de vie, c'est aussi tout ce qui va être lié à la pénibilité de poste. Et sur les postes où on a beaucoup de pénibilité, alors pas dans la majorité des cas, mais souvent, on va dire, on a des postes où il n'y a pas forcément un haut niveau de diplôme qui est exigé et en plus, ça va entraîner potentiellement une reconversion. Si on est déjà bien avancé dans sa vie, si on a voilà, des ressources limitées, une vie de famille, on n'a pas forcément la possibilité de pouvoir refaire des études longues. Donc, il y a un petit peu tous ces éléments-là qui vont faire qu'effectivement, les personnes en situation de handicap, pour 80% des cas, vont avoir un niveau inférieur au bac.
Alors, quelques chiffres clés du handicap en France qui sont assez aussi intéressantes. Il y a 10 millions de personnes en situation de handicap en France aujourd'hui. 80% des personnes en situation de handicap ont un handicap invisible, on l'a vu. Donc, on a 3 millions de personnes qui sont reconnues RQTH, dont 1 million qui sont en poste, 500 000 qui sont en recherche d'emploi et 50% des personnes en situation de handicap sont en recherche d'emploi en plus de 45 ans. Plus de 50 ans, pardon, excusez-moi, contre 25% en général de personnes qui ont plus de 50 ans pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Et 80% des personnes en situation de handicap vont avoir un niveau qui va être inférieur au bac. Et l'âge moyen de survenance d'un handicap, ça peut être 50 ans. C'est ce qu'on dit. Donc, c'est important de aussi sensibiliser sur ces chiffres-là pour qu'on réalise qu'effectivement, quand on va participer à un forum ou quand on va entamer une démarche de recrutement pour des personnes en situation de handicap, pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap, on va potentiellement recevoir moins de candidatures, moins de CV, surtout si par exemple on a des postes qui exigent un niveau d'études plus important, on va être sur une population qui va être plus faible déjà, même si c'était des personnes hors situation de handicap, mais qui va être encore un peu plus petite pour des personnes en situation de handicap. Donc, c'est important d'avoir ces chiffres clés à l'idée, puisque en tant que responsable mission handicap ou que recruteur, on peut aussi sensibiliser les managers pour voir si effectivement, bien qu'on ait des emplois qui soient parfois, on demande de haut niveau d'études, si on ne peut pas, par exemple, rechercher des candidats qui vont avoir des compétences, ce qu'on appelle transposables, ou effectivement, même si on n'a pas exactement le niveau d'études attendu, par exemple, dans le domaine de la banque, on est ouvert à des profils qui vont avoir une expérience assez importante dans le domaine commercial. Donc, c'est aussi intéressant de voir si on ne peut pas ouvrir et si on ne peut pas avoir une ouverture assez importante sur ces postes, justement pour ne pas fermer ces recrutements à des personnes qui potentiellement pourront tout à fait convenir au poste, malgré qu'elles n'aient pas exactement le niveau diplôme exigé. Et pourquoi pas aussi proposer des formations, des actions de formation, recruter en alternance ou proposer de la formation tout simplement en interne. Et donc, il y a seulement 20% des handicaps qui sont de naissance, donc 80% qui résultent d'accidents, de maladies, des conditions de travail ou tout simplement vieillesse. Les principaux freins à l'emploi de personnes en situation de handicap, pour résumer un petit peu par rapport à ce qu'on a pu dire auparavant, c'est le manque de qualification, comme on a vu. Mais attention, préjugés, il ne faut pas non plus généraliser. Il y a aussi beaucoup de personnes en situation de handicap qui ont réalisé des études et qui sont tout à fait capables d'occuper des postes au niveau d'études et des exigences. Et du coup, ça peut rendre, comme on l'a vu, certains recrutements difficiles, mais ce n'est pas du tout impossible. On a vu aussi ce qu'on appelle autocensure des candidats qui vont avoir moins confiance en eux. En entretien, ils ne vont pas forcément arriver à mettre en valeur leur candidature et leur profil. Ils ne vont pas toujours oser forcément donner leurs compétences, se lancer dans des études. Donc, c'est important d'avoir conscience aussi que ces candidats-là peuvent aussi manquer un petit peu de confiance. Donc, le but, c'est vraiment de les rassurer, de les mettre dans de bonnes conditions pour qu'ils réalisent de bons entretiens et qu'en entreprise aussi, ils arrivent à s'épanouir, à prendre confiance en eux tout simplement et à se sentir bien en poste. Et évidemment aussi, on a tout ce qui est manque de sensibilisation des managers et des recruteurs. Donc, les principaux freins à l'emploi, donc on conseille d'encourager les personnes en situation de handicap à se former et à étudier, par exemple, par le biais de l'alternance. Il faut réussir à dédramatiser le mot handicap dans la société de façon générale, déconstruire les stéréotypes et les préjugés, sensibiliser les managers pour faire changer le regard sur le handicap et éviter toute discrimination. Donc la formation qui se déroulera également cette semaine va beaucoup plus parler de tout ce qui est levier de sensibilisation aux managers sur le handicap en donnant quelques exemples ou autres. Donc n'hésitez pas aussi à y participer, ça pourrait être intéressant si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cet élément-là. Sensibiliser aussi les recruteurs pour qu'ils adaptent leurs pratiques. Ça aussi, on reviendra sur cet aménagement, sur cette formation. Comment avoir effectivement une analyse plus ouverte et comment préparer ces entretiens de recrutement concernant les personnes en situation de handicap. Bien évidemment, il faut respecter la personne en situation de handicap et la considérer comme une personne ordinaire avec
des besoins spécifiques. Donc la sensibilisation, c'est la prise de conscience de nos biais cognitifs et éviter les stéréotypes, préjugés, discriminations. Le maintien dans l'emploi, du recrutement, de la formation, de l'alternance, de la compensation, comme on a vu tout à l'heure, adaptée à chacun, donc personnalisée. Et l'engagement fort de l'entreprise, ça aussi, c'est quelque chose d'important, d'autant plus que même pour vous, ça peut aussi rassurer les candidats, en leur expliquant par exemple en entretien ce que vous faites aujourd'hui pour favoriser le handicap en entreprise et pour vous être préparé au mieux pour accompagner ces personnes si elles en ont besoin dans leur intégration, par exemple. J'ai terminé de mon côté. Est-ce que vous avez des remarques, des suggestions ou des questions par rapport à tout ce qu'on a pu voir? Moi, j'ai une question, Marie. Tout à l'heure, quand sur la slide sur laquelle vous expliquiez que il ne fallait pas effectivement demander quel type de handicap pouvait avoir un candidat à un poste. Est-ce que, par contre, on peut lui demander s'il est en situation de handicap et si oui, quelles sont les compensations et aménagements dont il peut avoir besoin, non pas pour le discriminer, mais en lui expliquant que c'est pour effectivement garantir l'égalité des chances et l'insertion professionnelle. Comment on peut amener ça dans une conversation dans le recrutement? Alors, effectivement, on abordera plus en détail cet élément-là sur la partie 2, mais il me semble aussi que vous êtes inscrit, mais Oui, je vais vous en parler un petit peu d'accord. aujourd'hui, Très bien. effectivement. Donc du coup, bien évidemment, j'ai peut-être pas mis assez l'accent, dessus tout à l'heure. Il faut pas demander quel est le handicap, mais il faut demander quels sont les aménagements ou les Oui. compensations dont la personne a besoin. Ce qu'on préconise, c'est d'éviter, un petit peu comme toutes les questions sensibles, comme, par exemple la rémunération, c'est pas généralement quelque chose qu'on va demander au Mhm. tout début d'entretien. C'est bien de le demander quand il y a une première, relation, qui s'est instaurée avec le candidat, quand on a échangé, quand on a un petit peu appris à se connaître. On va dire qu'on va plutôt poser cette question-là vers la fin de l'entretien, dès qu'on aura demandé les missions, qu'on aura bien validé le profil, les missions, par exemple la mobilité, l'intérêt du candidat pour le poste. On va lui demander effectivement, par rapport à votre handicap, par exemple, concernant votre RQTH, quels sont les aménagements dont vous avez besoin en entreprise, par exemple. Et vous pouvez aussi lui demander ce qui peut être intéressant de savoir, c'est, d'accord, et par rapport à vos précédentes expériences, est-ce que vous avez eu des aménagements de poste? Est-ce que c'était suffisant? Qu'est-ce qui aurait été mieux pour, si cette personne a déjà travaillé, bon, bien évidemment, sur un profil junior, c'est plus compliqué, mais de voir un petit peu, de creuser pour, parce que la personne aussi peut ne pas oser donner ses aménagements de poste ou, les minimiser. Donc il ne faut pas hésiter à creuser, à voir ce qui lui convenait, qu'est-ce qui pourrait être mieux à mettre en place et l'inciter justement à ne pas se gêner et à donner tous les éléments, tous les aménagements dont elle pourra avoir besoin pour se sentir bien. Ok, très bien, d'accord. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques peut-être de la part d'Aurore, de Laurent ou de Carole aussi? D'accord. Bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation, votre présence. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question, si vous avez une interrogation ou si vous avez aussi des remarques à faire. Voilà, nous, on est vraiment là pour vous accompagner, pour vous aider du mieux, bien évidemment, du mieux que l'on peut. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur nos forums Talent Handicap. Merci beaucoup, Marie, et passez une très bonne journée, vous aussi. Merci.